Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pierre Palmade est jugé pour blessures involontaires aggravées ce mercredi 20 novembre à Melun en Seine-et-Marne. L'acteur avait provoqué un grave accident de la route en février 2023 dans la région de Melun. Il roulait après avoir pris de la drogue. L'accident a blessé grièvement 3 personnes, dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Dans Code Source aujourd'hui, on résume l'enquête et on raconte ce qu'il s'est passé entre l'accident et ce procès. On fait le point avec 3 journalistes du service police-justice du Parisien, Jean-Michel Descugis, Jérémy Famelet et Christelle Brigodeau qui s'est rendue à Bègles, près de Bordeaux, où vit l'humoriste sous contrôle judiciaire. Dans cet épisode de Code Source, on va principalement résumer ce qu'il s'est passé entre l'accident et le procès de Pierre Palmade. On rappelle les faits d'abord. Ce jour-là, le vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade est au volant de sa voiture, pas très loin de sa maison de campagne, une ferme à Célie-en-Bière, en Seine-et-Marne. Il va faire des courses avec ses 2 amis et partenaires sexuels, avec qui il fait la fête sous drogue depuis 3 jours. Il a très peu dormi. Pierre Palmade roule à 87 km/h sur une route départementale limitée à 80. Sa Peugeot 3008 se déporte à droite. Il braque vers la gauche pour rectifier la trajectoire. La 3008 percute alors la Renault Mégane d'une famille qui arrive en face. Oui, c'est une erreur humaine. C'est de la seule responsabilité de Pierre Palmade. Le choc est terrible. Pierre Palmade est incarcéré dans sa voiture, tout comme le conducteur de la Mégane. Les pompiers mettront plusieurs heures à sortir les 2 personnes. Et puis, il y a un enfant qui se retrouve à l'arrière de la voiture, qui est très grièvement blessé. Puis cette femme qui était passagère et qui, elle aussi, va se retrouver au niveau de la roue de secours. Ce que l'on sait à l'heure où l'on se parle, c'est que l'acteur et humoriste français Pierre Palmade se trouve dans un état critique. À la une de l'actualité, l'humoriste Pierre Palmade et 3 autres personnes à l'hôpital après un accident de la route. Le pronostic vital est engagé pour 4 personnes, dont une femme enceinte, un enfant et Pierre Palmade. Il y a donc 3 blessés grièvement touchés dans cette famille. L'homme de 38 ans qui était au volant, son fils de 6 ans et sa belle-sœur âgée de 27 ans. Leur vie est immédiatement bouleversée, d'autant que cette femme était enceinte de 6 mois et qu'elle a perdu l'enfant à naître. Le statut du fœtus a été au cœur d'une question judiciaire pendant des mois, Jérémy Famelet. D'abord, pourquoi ? Quel était l'enjeu ? Alors l'enjeu, c'est la qualification juridique des faits. Le soir de l'accident, la passagère enceinte est admise à l'hôpital et il faut pratiquer un accouchement par césarienne d'urgence parce que le bébé, son pronostic vital est engagé. Et l'enjeu à ce moment-là, c'est de savoir si le bébé est né vivant avant de décéder ou s'il est mort directement dans le ventre de la mère. Car aux yeux de la loi, un fœtus n'a pas d'existence juridique. Donc il faut qu'il soit né bébé, même s'il est décédé quelques minutes après, pour qu'on puisse considérer qu'il y a eu homicide involontaire sur sa personne. Et dans cette affaire en particulier, un collège d'experts a rendu ses conclusions en septembre 2023. L'enfant était viable. À ce moment-là, on en était à un peu plus de 6 mois du début de la grossesse. Mais le bébé est mort quelques minutes avant l'accouchement par césarienne qui a été pratiqué en urgence. Jérémy, malgré ces conclusions, en 2024, le 4 mars, le parquet de Melun demande que Pierre Palmade soit jugé pour homicide involontaire. Alors oui, ce sont des réquisitions qui sont un peu contre-intuitives puisque le procureur de Melun estime que malgré le fait que ce collège d'experts a conclu que l'enfant n'était pas né vivant, cet enfant qui d'ailleurs était une petite fille dont un prénom avait déjà été choisi par ses parents, Soline Hazan, ils ont considéré que malgré le fait que cet enfant ne soit pas né vivant, le fait qu'il soit né viable et que la cause de sa mort soit directement liée à l'accident, cela méritait un débat devant le tribunal correctionnel et que ça devait être le tribunal correctionnel qui décide de la qualification juridique. Finalement, le lundi 27 mai, la juge d'instruction décide que l'humoriste sera jugé pour blessures involontaires aggravées, blessures et donc pas homicide. Après cet accident, on a appris que Pierre Palmade était dépendant à plusieurs drogues depuis ses 20 ans, la cocaïne dans un premier temps et plus tard, des drogues de synthèse comme la 3-MMC. Oui, en fait, Pierre Palmade, il était connu pour son humour, mais aussi pour ses excès. Il est arrivé très jeune à Paris, vers 19 ans, et il a eu très vite du succès. Il a fait beaucoup la fête et il est tombé accro à la cocaïne.
D'ailleurs, il ne s'en cachait pas lui-même, il a fait un livre pour l'expliquer, il a fait plusieurs cures de désintoxication, mais il n'est pas arrivé à décrocher. Et ces 2 dernières années, il était passé à une drogue beaucoup plus nocive encore que la cocaïne, qui est une drogue de synthèse, qui est la 3-MNC, qui est une drogue très addictive et qui est prise pour améliorer ses performances sexuelles, sa libido. Une enquête de personnalité est effectuée en vue du procès. Elle confirme un point qui a déjà été largement évoqué dans les médias. Pierre Palmade vivait mal son homosexualité. Il avait besoin d'être alcoolisé ou drogué pour rencontrer des hommes. Il explique dans ses interviews, dans un livre qu'il a écrit, que en fait, il s'est drogué, il a pris de la cocaïne pour pouvoir vivre son homosexualité, pour pouvoir se désinhiber. Jean-Michel Descugis, dans son enfance, il y a un drame qui l'a marqué, la mort de son père quand il avait 8 ans. Oui, c'était en août 1976. Son père est médecin obstétricien. Il revenait d'un accouchement et il a eu cet accident de voiture. Ça a été un choc pour Pierre Palmade. Il s'est retrouvé dans un univers exclusivement féminin, avec 2 sœurs plus jeunes que lui et sa mère. Il devait être l'homme de la famille, c'était l'aîné, et il a beaucoup souffert de l'absence de son père. Quelques jours après l'accident, la sœur cadette de Pierre Palmade, qui a 1 an de moins que lui, avait publié un communiqué de presse. Elle expliquait que son frère était catastrophé d'avoir détruit la vie de cette famille, avant d'ajouter « Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme ». Jérémy Famelet, dans ses premières auditions, que dit l'humoriste aux enquêteurs ? Alors que ce soit en garde à vue ou plus tard devant la juge d'instruction, Pierre Palmade a toujours montré le même visage, c'est-à-dire celui d'un homme abattu, contrit, dévoré par les regrets et conscient de la gravité des dommages qu'il a causés à cette famille. Il a même ces mots en parlant du fœtus, après avoir appris que l'expertise avait conclu que l'enfant était mort dans le ventre de sa mère et que donc il échapperait à l'homicide involontaire. Il a eu ces mots en disant peu importe que l'enfant soit mort dans le ventre de sa mère ou en dehors, c'est moi qui suis le seul responsable, c'est de mon unique faute. Les 2 amis et partenaires sexuels avec qui il s'était drogué pendant 3 jours, qui étaient avec lui dans la voiture au moment de l'accident, ils avaient fui les lieux de l'accident avant l'arrivée des secours. Ils avaient été faire le ménage dans la maison de campagne de l'humoriste. Eux, est-ce qu'ils ont été inquiétés par la justice ? Ils ont été placés en garde à vue, après avoir fui la voiture. Il y en a un qui a été interpellé 2 jours plus tard, puis le deuxième s'est rendu. Ils ont été mis en garde à vue pour omission de porter secours, mais finalement, ils ont été laissés sous le statut de témoins assistés, parce qu'ils n'avaient aucune responsabilité dans l'accident. Ils ont pu montrer que finalement, ils avaient quand même porté des premiers secours. En tout cas, ils n'étaient pas partis tout de suite. Ensuite, il y en avait un qui était endormi à l'arrière, et puis celui qui était au côté passager a expliqué qu'il avait essayé de convaincre Pierre Palmade de lui donner le volant, mais que celui-ci avait refusé. Pierre Palmade avait été placé en détention provisoire 2 semaines après l'accident, mais physiquement, il n'a jamais été en prison parce qu'il était hospitalisé à ce moment-là. Hospitalisation prolongée à cause d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Oui, alors avant que ce collège d'experts se prononce sur l'état du fœtus et sur sa mort, Pierre Palmade a d'abord été mis en examen pour homicide involontaire dans un premier temps. Mais en fait, pendant son hospitalisation, il a eu des graves problèmes de santé, il a eu un AVC qui a conduit à d'autres opérations. Et finalement, au terme de son hospitalisation, la justice a renoncé à l'écrouer et donc il a pu sortir sous contrôle judiciaire avec un certain nombre de mesures, interdiction de conduire, obligation de soins et obligation de fixer son domicile à Bordeaux. Jean-Michel Descugis, le dimanche 25 juin 2023, des vidéos sont relayées sur les réseaux sociaux. On y voit Pierre Palmade dans une boîte de nuit de Bordeaux. Oui, une boîte homosexuelle qui s'appelle l'Ultra Club. On le voit vers 4h15 du matin en train de danser dans le carré VIP. Il a l'air hagard, comme drogué, alcoolisé. Le patron de la boîte va démentir sa présence dans la boîte de nuit pendant plusieurs heures, mais des témoins et puis d'autres vidéos, mais des vidéos de surveillance vont montrer que c'était bien lui dont il s'agissait. Légalement, il avait le droit de sortir en boîte de nuit, mais évidemment, ces images ont choqué beaucoup de monde. Jérémy Famelet, le 26 septembre, Pierre Palmade est auditionné pendant plusieurs heures par la juge d'instruction. Qu'est-ce qu'il lui dit sur cette soirée ?
Lui, il va expliquer qu'au moment où ça s'est passé, il était sous contrôle judiciaire à Bordeaux, il se sentait épié dans la rue, il se sentait isolé, seul, et il a rencontré quelqu'un dans un bar qui lui a proposé de l'emmener en boîte de nuit, et il explique qu'il n'a pas su résister. Il a ce terme utilisé par les toxicomanes qui s'appelle le craving, c'est-à-dire que c'est comme une sensation qui le dépasse et qui est un peu irrépressible, qui l'a poussé à reconsommer de la drogue une fois qu'on lui a montré ce sachet. Mais il se dit désolé, et il dit qu'il ne le recommencera plus. Il dit je voulais juste avoir quelques sourires. C'est un problème d'ailleurs historique chez lui, c'est-à-dire qu'il a toujours détesté la solitude, il a toujours voulu être aimé du public, et là, dans cette période un peu ténébreuse de contrôle judiciaire avec son isolement à Bordeaux, il dit qu'il est sorti parce qu'il avait besoin de retrouver de la compagnie et se sentir comme quelqu'un d'apprécié. Pendant cette longue audition, il revient aussi sur les faits et sur les 3 jours de fête qui ont précédé l'accident. Voilà, il explique que dans le contexte de l'époque, il était dans sa résidence secondaire à Célie-en-Bière, qui est en fait son lieu de débauche, c'est son lieu de soirée où il invite des habits de bringue, comme il dit. Il explique qu'à cette époque-là, il est très addict à la 3-MMC, une drogue de synthèse qu'il a découverte il y a peu, et que c'est une drogue qui a tendance à augmenter ses performances sexuelles, mais aussi à l'endormir. Donc il prend aussi de la cocaïne et de l'alcool pour se maintenir à un certain niveau. Il raconte qu'il n'a pas dormi depuis 2 nuits et que ce jour-là, lors de l'accident, avec ses camarades de bringue, comme il les désigne, ils prennent la voiture pour aller au supermarché, se ravitailler, faire des courses, parce qu'une nouvelle soirée est en préparation. Et il raconte qu'il a en revanche un trou noir absolu sur l'accident, c'est-à-dire qu'il ne sait pas expliquer pourquoi il s'est déporté de sa voie pour percuter en sens inverse la voiture des victimes, mais dans ses hypothèses, il dit que c'est probablement un état d'épuisement absolu après ces 3 jours et 3 nuits à faire la fête avec ses compagnons. Christelle Brigodeau, vous vous êtes rendu à Bègles, près de Bordeaux, où vit Pierre Palmade depuis l'accident, dans la même rue que sa sœur, Hélène, dont on a déjà parlé. On sait ce qu'il fait de ses journées ? On sait qu'il sort à peu près 1 fois par jour pour faire des courses vraiment de proximité autour de chez lui, toujours à pied puisqu'il n'a pas le droit de conduire. On sait aussi qu'il se rend régulièrement à l'hôpital pour faire des analyses ou pour des rendez-vous médicaux. Rendez-vous où il se rend en général en taxi. Pour le reste, on sait peu de choses. Des personnes qu'on a pu interroger explique qu'il essaye de travailler, il essaye d'écrire, mais on n'a pas vu de résultats concrets, disons pour l'instant, à ce travail. Une personne m'expliquait qu'il passe le plus clair de son temps seul chez lui, qu'il reçoit peu de visites, qu'il regarde beaucoup la télévision. Et cette personne me fait le portrait d'un homme assez seul, qui n'a pas beaucoup d'activité en réalité. Comment les habitants du quartier se comportent avec lui ? Ils essayent de se comporter le plus normalement possible avec lui. Les commerçants, par exemple, font avec lui comme avec les autres clients. Souvent, ils essayent pas forcément d'engager la conversation parce qu'ils voient que lui-même ne le souhaite pas. Il y a des personnes aussi qui en veulent quelque part à Pierre Palmade pour ce qu'il a fait et donc souhaitent pas lui parler. Il y en a aussi qui sont plutôt bienveillants et voient cette discrétion comme une forme de politesse. Donc les gens et les commerçants notamment le servent comme n'importe quel client. Je pense que c'est un peu le mot qui s'est passé dans toute la rue et on le laisse vivre tranquille sans lui poser de questions. Et il suit une cure de désintoxication. Les premiers temps de son séjour à Bordeaux après l'accident, il a effectivement été admis dans une clinique où là il était hébergé, il suivait cette cure de désintoxication. Il est toujours suivi en addictologie, mais il vit maintenant dans une maison qu'il a achetée et il se rend régulièrement à l'hôpital pour ses consultations. À l'approche du procès, le dimanche 10 novembre, Yüksel Yakout, le père de famille qui était au volant de la voiture percutée par celle de Pierre Palmade, témoigne. Il est sur TF1 dans l'émission 7 à 8. Yüksel Yakout est victime d'un grave accident de la route. Un choc frontal qui a pour responsable dans la voiture en face l'humoriste Pierre Palmade. Jean-Michel Lécugis, que dit cet homme ce jour-là ? Il a des mots très durs envers Pierre Palmade. Il dit qu'il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Il a transformé notre vie en enfer. Je ne veux qu'une seule chose, qu'il paye pour ce qu'il a fait. Lui dit que sa vie est foutue. Il a subi 6 opérations. Il a été opéré du ventre, des jambes, des épaules, des pieds. Il dit qu'il n'a plus de sensation dans 3 de ses doigts, qu'il ne peut plus travailler. Et puis, il y a son fils aussi, qui, lui, a été opéré de la tête, a subi beaucoup d'opérations, qui est couvert de cicatrices. Ce gamin, a des peurs paniques, selon son père. Il n'ose plus sortir. Le soleil lui fait mal. Enfin bon,
Voilà. Et donc, en fait, il dit que Pierre Palmade leur a arraché leur futur. Est-ce que les avocats de Pierre Palmade ont peur que la médiatisation très importante de cette affaire ne pèse sur le jugement qui sera rendu ? Les avocats ont peur que la justice ne cherche à faire un exemple. Parce que c'est vrai que Pierre Palmade a échappé à la prison et en le condamnant à une peine lourde, il pourrait aller en prison. Donc les avocats, et surtout lui a très peur, et il le dit, il a très peur d'abord du procès et aussi d'aller en prison. Jérémy Famelet, Pierre Palmade est donc jugé ce mercredi 20 novembre devant le tribunal correctionnel de Melun pour blessures involontaires aggravées. Quelle peine il encourt et pourquoi ? Alors en théorie, il s'expose à une peine de prison de 7 ans maximum pour blessure involontaire aggravée par la consommation de stupéfiants. Mais comme il se trouve en état de récidive, c'est-à-dire qu'il a déjà été condamné pour de la détention et de la consommation de stupéfiants, la peine est potentiellement doublée. C'est-à-dire qu'en théorie, il encourt une peine de 14 ans de prison maximum, mais dans les faits et dans l'usage, dans ce type d'affaires, il est rare que des personnes qui soient jugées pour de tels faits aillent en prison. Mais cette affaire Palmade est particulière et l'avocat des parties civiles espère que cette affaire aussi puisse jouer sur l'évolution de la loi et sur les mentalités. La question principale de ce procès, finalement, ce sera de déterminer si Pierre Palmade a réellement compris la gravité de ce qu'il a fait ? Oui, la question de ce procès, ce sera de savoir si Pierre Palmade représente encore un danger pour la société, s'il a bien pris conscience de la gravité des faits pour lesquels il est jugé et s'il n'y a aucun risque de nouvelles récidives. Et tout l'enjeu, ce sera son état d'esprit, puisque c'est ce qui dépendra de la volonté de la justice ou non de vouloir l'incarcérer à l'issue de l'audience. Et j'imagine que le fait d'avoir réussi ou non à arrêter la drogue, ça va jouer aussi ? Tout à fait, ses avocats disent que depuis la sortie nocturne de Bordeaux, il n'a plus replongé. Est-ce que c'est réellement un épisode qu'il a mis derrière lui, sachant que par le passé, il avait déjà dit qu'il a déjà essayé plusieurs cures. La question de sa toxicomanie et de la manière dont il a pu aujourd'hui s'en débarrasser, ce sera un facteur très important pour quantifier la peine qui lui sera prononcée. Merci à Jérémy Famelet, Jean-Michel Descugis et Christelle Brigodeau. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi, une affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.